l'invité de la matinale. KTO Radio. Mi-février, une mission d'information menée par 2 députés a fourni un rapport avec 37 mesures pour dynamiser la natalité en France. Un travail pour lequel ont contribué les associations familiales catholiques. On y revient avec Marie-Laure Desbrosses en charge des questions de politique familiale aux AFC. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors pour la première fois, Marie-Laure, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de décès enregistrés en France en 2025 est supérieur à celui des naissances. Quel est l'état de la natalité en France aujourd'hui ? Alors, il est né l'année dernière 645 000, le chiffre le plus bas depuis la Deuxième Guerre On mondiale. n'a pas entendu le chiffre, pardon, excusez-moi, vous avez dit. Pardon, 645 000. D'accord. 645 000. On était autour de 810 000 en 2010. D'accord. Donc, c'est Oui. une chute très importante et ça a des conséquences majeures. Enfin, ça va avoir des conséquences majeures parce que le système social français est particulièrement assis sur le renouvellement des générations. En France, la solidarité vient du renouvellement des générations. Il faut des cotisants pour que demain, on continue à avoir une sécurité sociale, des remboursements de médicaments, une retraite, etc., etc. Donc, moins de bébés veut dire qu'on va continuer à devoir rogner sur les prestations sociales. Voilà. Alors que les Français sont attachés à leur modèle social. Est-ce que ça a des conséquences sur le système social ? Est-ce que ça a des conséquences sur d'autres champs également ? Bon, c'est évidemment tout ce qui tourne, enfin, toutes les industries sur la puériculture, la petite enfance. Enfin, il y a une dynamique économique derrière le fait d'avoir moins de monde. Et puis, qui dit vieillissement de la population dit un vrai souci pour le financement des retraites, le financement de la dépendance, etc. Une société qui change. Ce sujet, les AFC y travaillent depuis de nombreuses années. Quels sont les facteurs qui impactent cette baisse de la natalité ? Comment on l'explique ? Alors, il n'y a pas un facteur seul, mais ce qui est important de garder en tête, c'est que le désir d'enfant existe toujours. Les études montrent qu'il y a toujours, les Français souhaitent encore avoir 2,2 enfants en moyenne. Et pourtant, l'année dernière, ils en ont eu 1,56 en moyenne. Donc, en fait, il y a un écart entre ce que les gens désirent avoir et ce qu'ils ont dans la réalité. L'écart vient en partie notamment de la politique familiale qui a beaucoup évolué ces dernières années, avec plus de difficultés pour trouver des modes de garde, plus de complications pour la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Et du coup, ça impacte évidemment la mise en œuvre du désir d'enfant. La mission parlementaire insiste aussi sur le fait que on est dans une société où se développe le bien-être personnel, l'épanouissement personnel, la réussite professionnelle, etc. Ce qui fait que les gens sont un petit peu moins enclins à avoir des enfants parce qu'ils pensent d'abord à quel impact ça aura sur ma vie perso et est-ce que je vais pas y perdre quelque chose. Voilà, et donc ça rentre en ligne de compte. Et puis, il y a aussi une montée de l'infertilité. Il y a un nombre de couples qui rencontrent des problèmes, des difficultés pour concevoir, et sans que la recherche n'ait indiqué pourquoi. Et du coup, évidemment, si les gens ont plus de difficultés à avoir des enfants, pour les couples qui rencontrent ces difficultés, ça complique évidemment le fait d'avoir les enfants qu'ils désirent. Marie-Laure Desbrosses, je voudrais revenir sur les mesures citées dans ce rapport parlementaire, dans cette mission d'information. Quelles propositions concrètes vous apparaissent particulièrement nécessaires parmi ces 37 propositions ? Alors, la première paraît anecdotique, mais en fait, elle est importante. Ils disent qu'il faut qu'il y ait un ministère de la famille. Et c'est symbolique, mais en fait, c'est utile parce que s'il y a personne qui s'occupe des questions de famille, c'est évident que la politique familiale n'est pas menée de la même façon. La deuxième, qui a été très peu commentée dans les médias et qui est très importante, c'est qu'ils disent que la politique familiale doit avoir un seul objectif, qui est de permettre aux gens qui désirent des enfants de les avoir. Alors, ça paraît la base de la politique Oui. familiale, mais en fait, toutes ces dernières années, la politique familiale a dérivé en prenant plein d'autres objectifs. On s'est mis à dire: «Ah bah oui, on doit aussi promouvoir l'égalité homme-femme. Ah bah oui, on doit aussi
promouvoir, le fait que les femmes, se mettent à travailler. Ah bah oui, on doit aussi promouvoir, le faire des péréquations entre les familles les plus aisées et les familles les plus pauvres, ce qui est de la politique sociale et pas de la politique familiale. Et donc en fait, là, ils disent: «Il faut revenir à la base de la politique familiale et faire en sorte qu'elle ait ce seul objectif, aider les familles à avoir les enfants qu'elles désirent». Et ça passe par, quoi? Par exemple, là, un accès au logement? Un Alors, meilleur accès au logement? il y a plein de en fait, il y a un budget en France pour la politique familiale et aujourd'hui, il sert à des tas de choses différentes. Là, ils disent vraiment: «Il faut concentrer, tous les efforts sur l'aide à la natalité». Donc ça passe, dans leur esprit, déjà, ils parlent d'une révolution ils parlent d'un plan Marshall, des modes de Oui. garde. Ils donnent pas tellement de détails de ce qu'ils feraient exactement, mais en tout cas, c'est une évidence que s'il n'y a pas les modes de garde nécessaires, ça freine, un certain nombre de parents, à avoir un enfant supplémentaire. Ils parlent, la mesure qu'ils ont beaucoup mis en avant, qui est intéressante mais discutable, c'est le fait de faire une allocation unique en disant: «On donne 250 € par enfant, du premier au dernier enfant, et à toutes les familles, quels que soient leurs revenus». Donc on revient à un modèle universel. Ça a l'avantage d'être très lisible. C'est un tout petit peu discutable dans la mesure où ils parlent à budget constant, c'est-à-dire on prend tout l'argent qu'on verse aux familles aujourd'hui. On reprend toutes les allocations et puis on les redivise et on donne à tout le monde la même chose. Donc c'est évident qu'il y a des familles qui vont y gagner, mais le risque, c'est que les familles les plus nombreuses et les familles les plus modestes, soient perdantes dans le système. Donc il faut être très prudent Ouais, vous sur cette mettez un mesure. point d'attention sur cette mesure-là. Oui. Et puis, il parle de la nécessité de réhabiliter la place de l'enfant dans l'espace public. C'est important parce qu'on commence à voir des petites tendances avec des espaces no kids. Par exemple, la SNCF a commencé à faire des wagons en disant: «Bah, dans ces wagons-là, ce sera très confortable et surtout, il y aura pas d'enfants». Enfin, donc il faut être très vigilant sur le fait qu'on commence à privilégier une société dans lequel, bah, on serait mieux si les enfants n'étaient pas là. Avec notamment la modification de l'article 225-1 du code pénal pour intégrer explicitement l'exclusion des mineurs comme une forme de discrimination. Pour vous, ce serait une avancée, ce serait positif en tout cas? Ah oui, enfin oui, bien sûr, si on commence à ne plus vouloir d'enfants, autour de nous, c'est sûr que ça ne va pas favoriser enfin pour la vie des familles, quoi. Hmm. Il y a une volonté également d'amener à une meilleure reconnaissance des contraintes parentales au sein des entreprises. Oui, Pourquoi alors c'est nécessaire? ça c'est quelque chose sur lequel nous on a beaucoup travaillé, c'est que, beaucoup de choses ont été faites en politique familiale sur la toute petite enfance, mais les enfants à 3 ans, vous les rendez pas, vous les continuez à les savoir et en fait, si les gens ont absolument besoin de pouvoir concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale, sur le long terme pour pouvoir, avoir des enfants, les élever et s'en occuper et en fait, c'est important, enfin, ce n'est pas tant le temps de travail qui est important, c'est le fait que ce soit du temps choisi. C'est-à-dire quand vous travaillez, en choisissant les horaires auxquels vous travaillez, c'est beaucoup plus facile de concilier vie familiale et vie professionnelle que quand vous avez des horaires contraints. Voilà et donc les Anglais ont fait toute une politique là-dessus, avec une politique, enfin, une loi qui s'appelle le right to request, c'est-à-dire le droit de demander, où un salarié peut aller voir son patron en disant: «Ben voilà, moi, pour concilier ma vie pro, ma vie perso, j'aurais besoin de ça». Et il va déterminer la façon dont il souhaite travailler et donc l'employeur peut refuser en disant, bah, si ça ne correspond pas à condition de justifier pour des raisons économiques, mais ça favorise la possibilité pour chacun de travailler à temps choisi et donc c'est beaucoup plus facile. Ça permet à plus de femmes notamment de travailler et ça permet aussi de s'occuper de ses enfants et pas seulement de ses enfants, aussi si on a des proches dépendants ou handicapés ou Exactement, oui. et cetera et donc la flexibilité du travail est une clé et ça peut être vu par certaines entreprises comme une contrainte. Dans la réalité, ça ne l'est pas, d'abord parce qu'elles peuvent refuser et surtout un salarié qui travaille à temps choisi, enfin qui travaille comme va être beaucoup plus motivé par ce qu'il fait, parce qu'il va pouvoir tout gérer dans sa vie et c'est évidemment, beaucoup plus pertinent. Donc on l'a compris, il y a des mesures qui sont toutes pas très concrètes dans cette mission d'information, mais néanmoins, est-ce que ça va dans le bon sens selon les associations familiales catholiques et selon vous, est-ce que c'est assez ambitieux? Alors oui, ça va dans le bon sens, dans la mesure où d'abord, c'est bien de s'être intéressé à cette question de la natalité, puisque ça faisait longtemps
on parlait de natalité un jour par an, quand on avait les résultats, puis tout le reste de l'année, on prenait des mesures qui n'allaient pas dans la bonne direction. Donc c'est une très bonne chose d'avoir fait cette mission et les propositions vont dans le bon sens, même si beaucoup d'entre elles seraient à préciser parce que c'est dans les détails, qu'une mesure est bonne ou pas bonne. Par contre, il faut n'oublier jamais que c'est seulement un rapport, et que c'est facile de faire des rapports. Les mettre en œuvre est une autre histoire parce que on avait eu un très bon rapport sur la petite enfance avec les 1000 premiers jours de la vie au début du premier quinquennat de Macron et pratiquement rien n'a été mis en œuvre, hein. Le congé paternité, ce qui est une très bonne mesure et puis pas grand chose d'autre. Ils viennent de mettre en œuvre là 2 mois de congé, de naissance, le rapport préconisait 1 an. Mmh. Donc, voilà, entre un rapport et une politique, il y a encore beaucoup de marge et c'est pour ça d'ailleurs qu'on continue à aller voir les politiques jour après jour pour leur parler du bien fondé de s'intéresser à la politique familiale. Mais d'ailleurs, on se dirige doucement, Marie-Laure Desbrosses, vers les élections présidentielles. Qu'est-ce que les AFC attendent des futurs candidats, de leur programme en matière de politique familiale? Ah bah, c'est déjà qu'il y ait, des mesures mises en œuvre. Souvent, quand vous allez lire le programme, il y a un chapitre. Mais en général, les candidats en parlent pas ou pas, très peu ou pas du tout parce que c'est pas une priorité et en fait, quand ils en parlent pas ou très peu, il y a de fortes chances que ce soit pas mis en œuvre, une fois élus. Et vous pensez que voilà, les questions de politique familiale, au regard de cette baisse de la natalité, de ce contexte qui s'aggrave, vous pensez que cette politique familiale peut être au cœur des enjeux d'une politique et des élections qui arrivent? Mais en tout cas, nous, on va le rappeler, aux candidats parce que je ne sais pas si, si on demandait aux Français: «Est-ce que c'est une priorité pour vous qu'on fasse de la politique familiale?» Je ne sais pas si tous répondraient «oui». Mais par contre, est-ce que c'est une priorité qu'on défende le modèle social français? Là, les Français, très majoritairement, sont attachés à leur sécu, attachés au modèle de retraite et ça repose sur le fait qu'il y ait des enfants. Et sur ce biais-là, donc, vouloir une politique familiale ambitieuse. Merci Marie-Laure Desbrosses pour ces explications et donc Je vous en prie. une des mesures concrètes qu'on peut retenir et rappeler, c'est notamment la création d'un ministère de la famille et de l'enfance qui puisse clairement porter ces mesures-là. Je rappelle donc que vous êtes en charge des questions de politique familiale aux associations familiales catholiques. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.